Et je ne pense pas non plus que les membres du wellness se réduisent à des machines. Au contraire, je pense que grâce à nos algorithmes, ils peuvent justement éviter de devoir dépendre en dernier ressort de machines médicales ou de traitements. Alors, on peut bien sûr toujours craindre les excès de la technologie, mais est-ce que les progrès de la médecine nous ont vraiment déshumanisés? Je pense pas. Pour ma part, je pense qu'on est plus humain lorsque notre corps nous permet vraiment de l'être, de pouvoir partager le plus de choses possible avec les autres, sans être préoccupé par son état de santé. Je vais prendre l'exemple de ma fille. C'était il y a 2 ans, donc on était encore aux États-Unis. J'étais en pleine réunion avec mes collègues quand je reçois une notification de notre système familial qui indique que les paramètres physiologiques de Violette s'étaient complètement affolés. C'était vraiment anormal et en même temps je ne parvenais pas à savoir si c'était vraiment représentatif de quelque chose de sérieux ou pas. Moi j'étais quand même inquiet, du coup j'appelle l'école et donc là on m'apprend que Violette est tombée d'un seul coup de sa chaise et qu'elle a commencé à avoir des convulsions. Mais que là elle était à l'infirmerie et que ça semblait aller mieux. Alors je suis évidemment allé à l'école pour la prendre et de là on est allé à l'hôpital et donc on a fait toute une série de tests. Et il s'avère qu'il s'agissait d'une crise d'épilepsie bénigne, hein, donc rien de grave en soi. Et on sait que c'est pas très grave, mais malgré tout, la présence du bracelet nous rassure sur une éventuelle récidive, même si c'est peu probable. Je pense qu'on aurait peut-être permis moins de choses à Violette. Simplement la laisser faire un tour de vélo toute seule, ça aurait été difficile. Et ça aurait été dommage. Donc cette interview, je l'ai réalisée il y a quelques mois en arrière. Maxime revenait justement de Californie, de Tucson, avec tout son équipement connecté. Je suis anthropobiologiste et anthropologue de la santé. Sur la santé connectée, je travaille avec des CHU et des médecins qui affichent un intérêt particulier sur les sujets éthiques. Et puis aussi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le rapport que du coup entretiennent les médecins et les ingénieurs. On disait il y a quelques années en arrière que bientôt, au chevet des patients, se trouverait un ingénieur. Ce que Maxime met en place finalement, c'est la transformation du comment vas-tu à celle du combien fais-tu. Concrètement, de wellness, c'est la médecine des 4P. C'est-à-dire préventive, prédictive, personnalisée et dite de preuve. Dans les faits, c'est assez problématique car dès ses débuts, le prédictif se rattache à principalement 2 outils qui sont la génétique et l'analyse épidémiologique en temps réel que permet l'IA, l'intelligence artificielle, qui tiennent compte de moyennes d'individus capables de contracter telle ou telle maladie dans le futur en fonction de leur linéage génétique. Et on peut imaginer que poussé dans ces retranchements extrêmes, espèce de paroxysme d'envie d'être en bonne santé en suivant ces données, on peut imaginer que demain, en France, on se retrouve un petit peu comme en Chine, dans des perspectives de citoyenneté, en fait, et de bonne citoyenneté et de mauvaise citoyenneté, basées sur ces données de santé. On se retrouve dans des sociétés qui ont tendance à devenir de plus en plus autoritaires, en se basant, en s'axant sur la santé des gens. Si on a une bonne santé, et on est dans l'obligation de souscrire à toutes les techniques et les technologies qui nous dirigent vers cette bonne santé, ça va. Si on a une mauvaise santé ou si on a des soucis de santé, ça ne va plus. On se retrouve un petit peu diminué, finalement, dans ces fonctions de citoyens et on n'a plus les mêmes droits que les autres. Puis si on n'est pas d'un mauvais citoyen, on perd des points. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mon Dieu. Ah, ça, c'est mon vieux piano où j'ai appris à jouer quand j'étais petit. Maxime, dans son genre, finalement, me fait un petit peu penser à Kurzweil, qui décrivait un magnifique coucher de soleil sur un lac comme un ensemble d'algorithmes impossibles à coder.
c'est mon home studio. Alors, là, j'ouvre une session. Voilà. En fait, ça, c'est un logiciel qui a été réalisé par des chercheurs qui permet de faire de la data sonification. C'est-à-dire qu'on prend on transforme des données en son. Donc, on transcrit des variations de données en variations musicales, sonores. Donc là, j'ai importé toutes mes données issues du wellness. Ouais, je vous fais écouter. La musique électronique, ça m'a toujours passionné parce que cette possibilité de fabriquer des sons complètement neufs avec des algorithmes, en fait, de faire jaillir des sons complètement différents de ceux qu'on peut avoir avec des instruments classiques. C'est une façon en quelque sorte de hacker le son, j'ai envie de dire. Je m'amuse beaucoup avec mes propres données, avec celles de mes proches, et les sons de nuit surtout. J'adore travailler les données qui viennent du sommeil. Je trouve que, je sais pas, ça me plaît de penser que les sons qui en sortent reflètent d'une certaine façon l'état dans lequel je me trouvais en pleine nuit. Et une partie de mes rêves aussi, du coup. Il y a un petit peu un anti-monde derrière tout ce rêve de monde connecté. Et cet anti-monde se passe sous nos pieds. Et il se passe... En fait, il faut regarder toute notre santé connectée, non pas à travers forcément les discours des technoprophètes, des politiques. Il faut le regarder à travers le monde des gens qui extraient cette matière. Tout ce qui se passe au-dessus de vos têtes, en fait, ça a un impact sous vos pieds. Vous me parlez de données médicales qui vont permettre d'améliorer la santé des gens. Ces données vont être captées et puis ensuite elles vont être stockées dans des serveurs avant d'être dirigées vers des interfaces pour pouvoir être transformées en services. Et ces services, ce sont des services médicaux. Mais dans ce stockage, dans ce cloud, ce stockage de données en réalité, plus vous allez stocker dans le cloud, dans le nuage, plus il va falloir creuser profondément. Il faut notamment la présence dans ces technologies de métaux rares et d'un métal rare qu'on appelle le lutécium. Le lutécium, c'est un métal tellement rare qu'il faut 1200 tonnes de roches pour aller chercher 1 kg de métal. Donc imaginez ce que ça représente que 1200 tonnes de roches pour arriver à 1 kg de métal purifié qui lui va servir pour cette technologie. Les mines de terres rares sont des mines à ciel ouvert. C'est-à-dire que dans la province du Jiangxi, par exemple, dans le sud de la Chine, on voit bien en fait que ce sont des open pits, comme on dit. C'est même d'ailleurs, j'ai été assez frappé de voir que c'est une très belle région, le Jiangxi, une région absolument magnifique, avec des pins de sucre partout, qui sont couverts de forêts de lotus et palmiers. Et en fait, j'ai vu littéralement les pins de sucre coupés en deux pour en fait extraire la roche.
après l'extraction, il faut raffiner. Vous avez la mine, la roche, mais la roche doit être transformée en minerai, qui doit être transformée en métal, et vous avez besoin d'usines de raffinage dans lesquelles en fait on sépare les minerais entre eux avec des produits chimiques et toutes sortes de produits chimiques qui permettent en fait cette séparation. Et là, j'ai vu en fait les lacs artificiels dans lesquels en fait on rejette les eaux usées chargées de métaux lourds et d'acides qui ont permis cette purification. On parle de processus de raffinage, mais ce que je n'ai vu n'est pas du tout raffiné. En fait, on voit des gigantesques zones absolument dévastées, avec des boyaux qui rejettent en fait des boyaux métalliques qui rejettent en fait toutes les eaux usées il y a des kilomètres à la ronde devant vous. Vous avez des paysages martiens, lunaires, avec en fait toute cette matière, ces rejets faits de métaux lourds et d'acides qui sont rejetés à même la nature et qui ensuite débordent dans les fleuves, dans les rivières, dans les nappes phréatiques. Donc c'est ça la réalité de la transition numérique. Ce sont ces zones minières et ces zones de raffinage qui en fait sont des enfers dedans. Autour de ce fameux lac de rejet artificiel dont je vous parle, vous avez des villages de gens qui vivent littéralement autour de ce qui n'était avant d'ailleurs pas un lac de rejet artificiel, et puis l'industrialisation de la zone a transformé les paysages. Et vous avez notamment plusieurs villages, mais il n'y en a pas que là, il y en a en fait partout dans le pays, à moitié d'ailleurs abandonnés, parce que les gens ont fui compte tenu de la pollution générée par l'impact de l'activité minière et de l'activité de raffinage, et ils ont fui parce que tout d'un coup les taux de cancer devenaient alarmants, et ils ont vite fait un lien entre ce qui se passait à leur fenêtre et l'impact sur leur santé. Et ces villages ont été surnommés par eux-mêmes, mais en réalité ont été surnommés partout dans la région, les villages du cancer, parce que les gens meurent d'un taux anormalement élevé de cancer pour produire les minerais de votre santé connectée à l'autre bout du monde. Nous sommes face à toutes nos contradictions, et moi le premier, écologique. Nous voulons d'un côté un monde numérique dématérialisé qui nous est vendu aussi comme du coup plus respectueux de l'environnement, mais de l'autre côté nous ne voulons pas assumer les conséquences en termes d'extraction minière de ces technologies-là. Et un téléphone portable, c'est 70 kg de matière pour arriver à un téléphone portable de 120 grammes. Il a fallu transformer 70 kg de matière pour arriver à un tout petit téléphone portable. C'est-à-dire que c'est un ratio de 1 à quasiment 600 entre le produit fini et tout ce qu'il a fallu en amont. Personne n'a conscience de ce ratio-là. Si maintenant dans mon jardin, je change de téléphone de main et qu'on me dit très bien, mais je vais te faire un trou là, de 70 kg de terre. Le trou, il va faire, je sais pas combien, mais peut-être un bon mètre cube. Et au prochain téléphone, je vais te refaire un second trou. Et pour ta voiture, je vais te faire un trou encore plus gros. À ce moment-là, je vais peut-être me dire, ok, est-ce que je vais changer de voiture? Est-ce que je vais peut-être utiliser plutôt le train? Ou est-ce que je vais peut-être ne pas changer de téléphone portable ou l'utiliser différemment, etc., etc. Et donc moi, je crois en fait à cette nécessité à un moment de faire prendre conscience aux gens de la réalité de leur mode de vie connecté, en les forçant à regarder en face et à assumer collectivement dans nos pays, à relocaliser la pollution de ces matières premières, de façon à pouvoir voir le coût réel, le lien direct entre la matière première et